Au cœur du sud-ouest américain, il existe un village que la plupart des habitants de ce pays n'ont jamais entendu nommer. Il est blotti au fond d'un canyon à 13 km de la route la plus proche. On ne peut pas s'y rendre en voiture, aucun train n'y mène, on ne peut pas s'y pointer spontanément. Pour l'atteindre, on marche 13 km vers les profondeurs de la Terre, en descendant de 600 mètres à travers des strates rocheuses vieilles de 500 millions d'années. Où l'on y va à dos de mulet. Où l'on s'y rend en hélicoptère si la météo le permet et si la tribu donne son accord. Il n'existe aucun autre accès. Il n'y en a jamais eu d'autre. Et pour les habitants qui y vivent, cela n'a jamais posé le moindre problème. Ce lieu a toujours été simplement chez eux. Chaque jour de la semaine, le service postal des États-Unis envoie un convoi de mulets dans ce canyon. Entre 10 et 22 animaux selon les jours. Un seul meneur. 3 heures à la descente, 5 heures à la remontée. Cet arrangement est en place depuis les années 30 et il existe pour une seule et unique raison. C'est la seule communauté aux États-Unis où le courrier arrive encore par mulet. Non pas comme reconstitution historique, non pas comme attraction touristique, mais comme un élément fonctionnel et indispensable de la vie quotidienne des habitants du fond de ce canyon. Ce lieu s'appelle Supai, en Arizona, la capitale de la nation Havasupai, une population de 208 personnes, une altitude de 973 mètres au-dessus du niveau de la mer, officiellement désignée par le ministère américain de l'Agriculture comme la communauté la plus isolée des États-Unis continentaux, et elle se trouve là, dans ce canyon, à cet endroit précis, le long de ce ruisseau, depuis plus de 1000 ans, bien avant qu'il existe un État américain pour désigner quoi que ce soit. Le nom Havasupai se traduit par peuple des eaux bleu-vert. Ce n'est pas de la poésie, c'est de la géographie. Sous le plancher du canyon, une nappe phréatique calcaire puise l'eau à travers des centaines de mètres de roches anciennes. Cette eau jaillit d'une source au-dessus du village. La couleur qu'elle arbore en atteignant la surface est quelque chose que les photographies peinent véritablement à restituer fidèlement. Les appareils essaient, ils s'en approchent, mais ils ne peuvent pas reproduire entièrement ce que l'œil perçoit en se tenant à son bord. Ce n'est pas simplement bleu et ce n'est pas simplement vert. C'est un turquoise lumineux très particulier, produit par le carbonate de calcium dissous dans la roche au fil du passage de l'eau au cours des siècles. Ce même minéral a bâti les parois du canyon qui entourent le village. L'eau coule de cette couleur depuis, bien avant qu'une quelconque nation sur ce continent n'ait pris sa forme actuelle. Et elle coulera encore de cette couleur bien après, bien avant le contact européen, bien avant que quiconque ait apposé un nom en anglais sur ce canyon. Les Havasupai sont présents ici aussi loin que l'on puisse remonter. Les preuves archéologiques attestent d'une présence humaine dans ce canyon depuis au moins 800 ans. La tradition orale de la tribu remonte encore plus loin que ce que les archives matérielles peuvent qu'en confirmer. Ils cultivaient sur la plaine alluviale du ruisseau Havasu avec du maïs, des courges et des haricots. Ils chassaient sur le plateau au-dessus en hiver. Au retour du printemps, ils redescendaient envers le canyon et l'eau. Ce cycle, monter sur le plateau à l'arrivée du froid, redescendre dans le canyon avec le retour de la chaleur, a rythmé leur existence pendant des siècles. Puis vint 1882. Le gouvernement fédéral établit formellement la réserve Havasupai à l'intérieur du canyon, comprimant ainsi un territoire qui s'étendait jadis sur près de 400 000 hectares en une réserve de 210 hectares. 210 hectares pour un peuple qui avait circulé librement sur tout un système de plateaux et de canyons pendant 1000 ans. Le plateau ne leur était plus accessible. Les terres de chasse hivernale avaient été prises. Le mouvement saisonnier qui avait défini leur existence était amputé de moitié. Ce qui restait, c'était le canyon et la source et l'eau. Ce qui s'avéra suffisant pour s'y accrocher. Suffisant pour survivre. Suffisant pour demeurer. Chaque matin de semaine, un prestataire du service postal américain effectue le trajet depuis la ville la plus proche, environ 1 heure de route, jusqu'au point de départ du sentier au bord du canyon. Là, une file de mulets attend déjà. Le nombre varie entre 10 et 22 animaux, selon le volume de courrier à acheminer ce jour-là. Les sacs sont chargés sur les mulets avec soin. Chaque animal peut porter jusqu'à 90 kg, et cette charge est mesurée et équilibrée avec précision, afin qu'aucun côté ne tire plus lourd que l'autre, afin que le mulet puisse garder l'équilibre sur un sentier qui, en certains passages étroits, est à peine plus large que l'animal qui l'emprunte. Le meneur les conduit à la descente. 3 heures de lacets et de pistes dans le canyon, 600 mètres de dénivelé. Devant les parois de calcaire rouge qui se tiennent dans cette configuration depuis des centaines de millions d'années.
devant le resserrement du canyon où les parois rocheuses se rapprochent de chaque côté et où le ciel au-dessus se réduit à un corridor, devant l'endroit sur le sentier où l'eau bleu-vert apparaît pour la première fois en bordure du chemin, coulant régulièrement et avec éclat. Le courrier arrive au bureau de poste du village. Soupay, Arizona, code postal 86435, le code postal le plus isolé des États-Unis. Les sacs sont déchargés, les affaires se font, et le meneur libère ensuite les mulets en les orientant vers le sentier. Voilà ce qui laisse les gens sans voix lorsqu'ils l'entendent pour la première fois. Les mulets remontent seuls, sans cavalier, sans personne pour les guider, sans aucun guide marchant devant. Ils ont effectué ce trajet tant de fois que l'itinéraire vit désormais en eux, dans l'odeur particulière, la texture et la forme de ce sentier, encodé plus profondément qu'aucune carte ou GPS ne pourrait jamais l'atteindre. Ils connaissent chaque lacet, ils connaissent chaque passage étroit. 5 heures à la montée. Et lorsqu'ils atteignent le sommet, ils s'arrêtent au départ du sentier et attendent. Le lendemain, ils recommenceront. Le bureau de poste de Soupay porte un cachet spécial. Il porte la mention « Courrier par mulet ». Les gens envoient dans des cartes postales depuis Soupay précisément pour recevoir ce tampon. C'est le cachet le plus insolite de tout le système postal américain. Un rappel tranquille et tenace qu'en ce pays, en cette époque des satellites, des drones de livraison et de la livraison le jour même à votre porte, un prestataire gouvernemental charge encore des sacs en toile sur des mulets et les descend dans un canyon parce qu'il n'existe aucune autre solution pratique et parce que les habitants du fond ont besoin de leur courrier autant que n'importe qui d'autre. En 1919, le Grand Canyon devint un parc national. Pour la plupart des Américains, cette désignation est perçue comme un triomphe de la conservation, un moment où le pays choisit de protéger l'une de ses grandes merveilles naturelles pour les générations futures. Pour les Havasupai, ce même moment paracheva un processus de dépossession qui s'était développé régulièrement depuis des décennies. Le plateau au-dessus du canyon, la terre sur laquelle leurs ancêtres avaient passé l'hiver et chassé pendant des générations innombrables, devint partie intégrante du nouveau parc national. La tribu se trouva confinée entièrement dans sa réserve de 210 hectares au fond du canyon. Pendant 56 ans suivant cette désignation, les Havasupai furent légalement interdits de mettre le pied sur le plateau que leur peuple avait parcouru bien avant l'existence du parc. Ils pouvaient en voir la corniche depuis le fond du canyon. Le plateau était visible au-dessus d'eux. Mais ils ne pouvaient pas s'y rendre. En 1974, une petite délégation de membres de la tribu Havasupai fit le voyage jusqu'à Washington. Ils témoignèrent devant le Congrès. Ils décrivirent en termes précis et minutieux ce que la perte du plateau avait pris non seulement en termes pratiques et économiques, bien que ces pertes fussent réelles et durables, mais dans quelque chose de plus difficile à quantifier, le coût spirituel pour un peuple dont le sens de l'identité, dont la compréhension de ce qu'il était, ne pouvait être entièrement séparé de leur relation à une parcelle de terre spécifique. Le plateau n'était pas simplement une ressource, il faisait partie de ce qui les rendait Havasupai. Le Congrès les entendit. En janvier 1975, le président Gerald Ford signa la loi sur l'élargissement du parc national du Grand Canyon. Elle restituait 76 000 hectares de terre de plateau à la tribu Havasupai. Leur territoire passa de 210 hectares à près de 76 200 hectares. Pas le plein million d'acres qui avait jadis été le leur. Ce n'est pas ce qu'ils reçurent, mais c'était le plateau. Les terres de pâturage hivernal étaient de retour. Les zones de chasse étaient de retour. Les lieux où des cérémonies avaient été tenues pendant des générations pouvaient à nouveau être utilisés. Barry Goldwater, le sénateur de l'Arizona qui s'était battu pour cette restitution de terre, la qualifia de l'une des législations les plus significatives auxquelles il avait participé au cours de toute sa carrière. Les Havasupai l'appelèrent ce qu'elle était, un commencement. Voici à quoi ressemble une journée à Soupay aujourd'hui. Les enfants fréquentent l'école élémentaire Havasupai, de la maternelle à la 5e. Une seule école, tous les âges ensemble, administrée par le Bureau de l'éducation indienne. Lorsqu'un élève finit la 5e, il quitte le canyon. Il n'y a pas de collège ni de lycée à Soupay. La classe de 4e signifie un internat quelque part au-dessus de la corniche, dans un monde qui fonctionne à une vitesse différente, sous un bruit d'un autre genre, façonné par des présupposés qui n'ont que peu à voir avec la vie dans un canyon à 13 km de la route la plus proche. Certains de ces élèves reviennent une fois leurs études terminées. D'autres construisent leur vie au-dessus de la corniche et ne rentrent pas. Les 208 personnes vivant actuellement à Soupay sont celles qui sont revenues.
ou qui ne sont jamais partis. Le village dans lequel elles vivent n'a pas de restauration rapide, pas d'enseigne commerciale, pas de feu tricolore, pas de station-service. Tout ce qui ne peut être cultivé, élevé ou produit dans le canyon lui-même doit descendre le sentier sur le dos d'un mulet, arriver par hélicoptère ou être porté à pied par quelqu'un. Un pack d'eau en bouteille coûte considérablement plus cher à Supai que dans un supermarché de Phoenix, en raison de l'effort et de la logistique nécessaires pour le faire descendre dans le canyon. La tribu tient un petit magasin avec des produits de première nécessité. Il y a un café aux horaires limités, une seule auberge pour les visiteurs, et pourtant des enfants courent le long des berges du ruisseau. Des anciens sont assis à l'ombre sous des peupliers. Des chevaux sont dans un enclos près du village. On entend la langue Havasupai parlée par des gens qui l'ont maintenue vivante à travers tout ce qui a été fait au cours du siècle et demi passé pour la diminuer ou la remplacer. La langue est enseignée à l'école. Les anciens la transmettent directement aux enfants. Elle est parlée dans les foyers et à l'air libre du canyon. C'est la langue d'un peuple présent en ce lieu depuis 1000 ans et qui entend l'être encore. À 3 km en aval du village, le ruisseau Havasu atteint un rebord de travertin et tombe de 30 mètres dans un bassin. Ce bassin et l'eau qui le remplit est la raison pour laquelle des gens font le voyage depuis tous les pays du monde et en repartent en peinant à décrire ce qu'ils ont vu. Ils emploient sur des mots comme irréel, comme impossible, comme la plus belle chose que j'ai jamais vue, et la plupart le pensent sincèrement. La couleur de l'eau aux chutes Havasu n'est pas produite par un filtre. Ce n'est pas un tour de magie photographique ni une qualité propre à certaines heures de la journée. C'est de la chimie. La nappe phréatique calcaire, qui alimente ces sources, dissout du carbonate de calcium dans la roche au passage de l'eau. Ce carbonate de calcium, le même composé minéral qui a bâti les parois du canyon visibles de tous côtés, reste en suspension dans l'eau au fil de son déplacement. Lorsque la lumière du soleil l'atteint, ces particules en suspension diffusent la lumière d'une façon qui génère un turquoise lumineux et saturé que l'œil perçoit comme presque impossible, comme trop vif, comme quelque chose qui ne devrait pas exister naturellement dans ce paysage. Le même processus physique crée certaines couleurs dans les lagons des Caraïbes. Il produit le bleu particulier de certains lacs alpins en Europe. Mais ici, enfermé entre des parois de grès rouge profond et de calcaire ancien, avec le canyon rouillé s'élevant de toutes parts, ce turquoise donne l'impression d'avoir été déposé là par accident. Comme si quelqu'un avait mélangé les couleurs et que personne ne s'en soit aperçu. Le contraste entre le rouge de la roche et le turquoise de l'eau est si extrême et si total que le système visuel humain n'a tout simplement pas de cadre de référence adapté. Alors il contemple. Chaque visiteur contemple. Il ne peut s'en empêcher. Il y a 4 chutes importantes sur le ruisseau Havasu. Les chutes Navajo tombent de 15 mètres. Les chutes Havasu tombent de 30 mètres et sont celles que l'on retrouve sur toutes les photographies, sur toutes les listes, celles pour lesquelles on planifie des mois ou des années à l'avance. Les chutes Mooney tombent de 60 mètres, plus hautes que les chutes du Niagara, et doivent leur nom à un prospecteur prénommé Daniel Mooney, qui trouva la mort ici en 1880 en tentant de descendre la paroi rocheuse par ses propres moyens. Les Havasupai se baignaient dans le bassin au pied de ces chutes depuis des siècles avant qu'ils n'arrivent. Plus en aval, les chutes Beaver. 6 km d'eau turquoise, de terrasses de travertin et de bassins bleu-vert pour ceux qui marchent jusqu'au bout du sentier. Les Havasupai ne parlent pas de ces chutes comme des leurs au sens possessif qu'un visiteur pourrait employer. Ils n'ont jamais eu besoin de revendiquer cela. Ils appellent simplement cet endroit chez eux. Cela a toujours suffi. Les personnes qui visitent Supai décrivent une expérience particulière sur le chemin du retour. Non pas le soulagement qui accompagne habituellement la fin d'une randonnée difficile, non pas la simple satisfaction physique, quelque chose qui ressemble davantage à une perte, une forme particulière de perte, le sentiment de quitter un lieu qui avait commencé à ressembler, de façon inattendue et sans crier gare, à quelque chose qu'on cherchait sans savoir qu'on cherchait. Ce que le canyon offre n'est pas ce que la plupart des gens viennent chercher. Ils arrivent en attendant les chutes, et les chutes sont extraordinaires. Plus extraordinaires que n'importe quelle image ne peut le communiquer à l'avance. Mais ce pourquoi ils ne sont pas préparés, c'est le silence. Le silence spécifique, profond, total d'un lieu où aucun moteur ne tourne nulle part, où il n'y a aucune circulation sur aucune route, aucun de ce bruit ambiant mécanique permanent qui remplit chaque instant de la vie américaine moderne si complètement et si continuellement que la plupart des gens ont entièrement cessé de le percevoir comme du bruit. À Supai, l'absence de ce bruit est immédiate et indéniable. Le ruisseau, le vent se déplaçant lentement dans les feuilles huées des peupliers,
les mulets, les chants des oiseaux, les voix d'enfants quelque part le long de l'eau, et les parois des deux côtés, parois du canyon bâties dans une roche vieille de 500 millions d'années, se resserrant de toutes parts, réduisant le ciel à une longue bande bleue au-dessus de la tête, donnant au monde visible une impression de plus petit, de plus ancien et de plus ancré que n'importe quoi hors du canyon. Les Havasupai portent un concept qui ne se traduit pas proprement ni complètement en français. Il décrit la relation entre une personne et un lieu précis sur la Terre, pas la propriété, qui implique que la personne détient une autorité sur la Terre, pas la gestion, qui implique une administration à distance, quelque chose qui se rapproche davantage de la parenté. La compréhension qu'une personne et un lieu peuvent s'appartenir mutuellement de la même manière que les membres d'une famille s'appartiennent, que le canyon n'est pas un endroit vers lequel on se déplace puis qu'on laisse derrière soi. C'est un endroit qui fait partie de ce que l'on est. Et cette compréhension, ce sentiment d'appartenance spécifique, acquis, millénaire, est ce que les Havasupai portent en eux chaque fois qu'ils descendent ce sentier de 13 km depuis la corniche, chaque fois que le courrier arrive sur le dos d'un mulet, chaque fois que l'eau coule turquoise sur le travertin blanc dans le soleil de l'après-midi, chaque fois que les parois du canyon captent les dernières lueurs du crépuscule et traversent des nuances d'orange et de violet et de rouge profond avant que l'obscurité arrive et que l'étroit corridor de ciel au-dessus se remplisse entièrement d'étoiles, comme il l'a fait chaque soir depuis 1000 ans, sans interruption, sans que personne n'ait à le lui demander, à 13 km de la route la plus proche, 208 personnes, 1000 ans d'appartenance à un lieu que le reste du pays n'a jamais tout à fait réussi à atteindre. Le chez-soi n'est pas l'endroit que le monde peut trouver quand il décide de chercher. Le chez-soi est l'endroit qui vous a toujours connu, bien avant que vous ne vous connaissiez vous-même.